Dans cette vidéo, on va voir 10 erreurs à ne pas faire en montage ou tout simplement 10 conseils pour s'améliorer en montage et je dirais même pour gagner en efficacité. Les astuces que je vais vous donner, c'est plutôt des règles universelles et fondamentales du montage. Que vous bossiez sur Premiere, sur DaVinci, etc., les règles, ce sera sensiblement les mêmes. Donc dans cette vidéo, je vais plutôt m'adresser à des débutants qui aimeraient un petit peu savoir comment devenir plus efficace en montage. Mais ça peut quand même pas faire de mal de faire une petite piqûre de rappel. Pour chacun des conseils, ce que je vais faire, c'est que je vais en parler rapidement ici dans ce décor en extérieur. Et puis pour chaque étape, on passera directement à l'intérieur au bureau pour faire une sorte de mini tuto sur ce que je vous explique. Donc ces 10 conseils que je vais vous partager, c'est vraiment des conseils qui vont être là pour gagner en efficacité quand vous faites du montage, pour passer moins de temps sur certaines choses qui peuvent être super efficaces si vous prenez 5 minutes pour bien le faire. Et vous verrez que ça peut, dans certains cas, vous être carrément bénéfique. Alors la première chose à ne pas faire en montage, c'est de ne pas dupliquer ces séquences au fur et à mesure que vous avancez dans votre montage. Si je le formulais sous forme d'un conseil, d'une chose à faire, c'est que pour chaque montage, peu importe ce que vous montez, que ce soit de la fiction et même surtout de la fiction, mais que ce soit du documentaire, que ce soit du YouTube, que ce soit du corpo, n'importe quoi, il faut que vous dupliquiez vos séquences. À quoi ça sert ? Ça sert tout simplement à garder un historique complet de votre montage. Et à quoi ça sert de garder un historique complet de votre montage ? Je vais vous donner des cas concrets. Imaginons que vous ayez fait, je sais pas, une erreur dans une version et que vous voulez retourner à une version de montage précédente. Si vous n'avez pas dupliqué vos séquences avant, vos V0, V1, V2, etc. Et si... Ah mais là je suis complètement cramé, chiant ce temps. Et en fait, si vous n'avez pas dupliqué, si vous vous en rendez compte trop tard pour pouvoir faire des CTRL Z, c'est des modifications que vous avez perdues et vous allez devoir tous les refaire. Donc vous allez passer 2 fois plus de temps à refaire quelque chose que vous avez déjà fait. Donc pour prendre l'exemple sur un projet corporate, un projet sur lequel je travaille pour un client, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un dossier séquence dans lequel, à chaque fois que j'entame une nouvelle version de montage, à chaque fois que j'ai un retour client et que je fais des modifications, je viens dupliquer ma séquence et travailler sur une nouvelle séquence. Ce qui fait que par exemple, là imaginons j'ai envoyé la 3e version de montage et j'ai eu des retours, des modifs à faire dessus, je peux venir dupliquer ma séquence, CTRL-C, CTRL-V, commande-C, commande-V si vous êtes sur Mac. Je la renomme par exemple montage V4 et en double-cliquant, vous voyez, je l'ouvre ici en haut. Ce qui fait que maintenant, je travaille sur la séquence montage V4, je vais pouvoir faire des modifs, par exemple, imaginons je dois supprimer ça, hop, je supprime ça, machin. Et si au final le client me dit, c'était mieux dans une version précédente, etc., vu que j'ai gardé tout l'historique de mes versions à chaque fois que j'ai entamé un nouveau montage, je peux directement, par exemple, retourner dans ma première version, récupérer des éléments dans ma première version et revenir dans ma dernière version et coller mes éléments. Vous voyez, en 2 secondes, vous avez pu revenir en arrière dans un montage. Si vous n'aviez pas gardé tout l'historique ici, ça aurait été plus compliqué. Encore plus utile en fiction, si vous faites par exemple des séquences de dérush, de synchronisation, etc., ça va vous permettre justement d'avoir des séquences sur le côté qui vous servent de banque d'images, où vous avez tous vos rushs déjà synchronisés, et vous savez que si à un moment dans une V1, V2 ou V1000, vous avez besoin de changer un plan et de venir en récupérer un, parce que finalement vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui marche pas bien, si vous n'avez rien détruit et que vous avez vos séquences qui sont enregistrées, vous savez qu'à tout moment vous pouvez retourner dans vos banques d'images, dans vos séquences d'avant. Alors là, vous voyez, si on veut un petit peu préciser pour le cas de la fiction, à chaque fois que je fais une étape de montage, que ce soit synchronisation, des rushs, etc., je vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo là, mais si vous voulez qu'on fasse une autre vidéo en détail sur comment gérer la chronologie d'un montage pour différents projets, pour de la fiction, pour du corpo, etc., on pourra éventuellement la faire. Mais donc en fiction, la première étape c'est de faire ses synchronisations, puis son dérush, puis après d'attaquer son montage. Et au lieu de venir sur une même séquence, prendre mes rushs et commencer à faire mon montage et à synchroniser le son au fur et à mesure, l'avantage en utilisant une bonne organisation de séquences, c'est que je vais pouvoir dans une première séquence synchroniser toutes mes images avec mon son, puis ensuite, une fois que j'ai fait ça, dupliquer ma séquence, donc CTRL-C, CTRL-V, ça c'est le même principe tout le temps, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une étape de montage, on garde en historique l'étape d'avant, et ensuite je vais pouvoir passer à mon dérush, donc c'est-à-dire en fonction de mon rapport de script, sélectionner quelles prises sont les bonnes, quelles prises sont pas bonnes selon le script, puis mettre par exemple des étiquettes pour chacun des plans. Et l'avantage de faire ça et de ne rien détruire, même les prises qui sont pas forcément les bonnes sur le rapport de script, c'est qu'après quand je vais passer par exemple à mon bout à bout, ou à mon ours, en ayant gardé ma séquence, je peux très bien venir par exemple prendre ma séquence des rushs, la mettre en dessous de ma séquence de bout à bout, et je vais pouvoir comme ça rapidement tout simplement venir récupérer un bout de rush
le mettre dans ma séquence de montage et attaquer mon montage. L'avantage de faire ça, c'est que par exemple, une fois que mon bout à bout il est fait, et ben encore une fois, une nouvelle étape, je viens dupliquer ma séquence, CTRL-C, CTRL-V, je vais pouvoir la nommer par exemple montage V1, je l'arrange bien dans mon dossier séquence, et l'avantage c'est que pareil, en ouvrant mon montage V1, et ben je vais pouvoir conserver ce que j'ai fait sur le bout à bout si jamais, mais améliorer ma V1 ici. Et si éventuellement je me rends compte que j'ai des combinaisons de plans qui marchent pas bien, etc., des raccords qui se font mal, je pourrais par exemple retourner dans ma séquence des rushs ou même dans ma séquence synchronisation, vu que j'ai tout gardé en historique, et venir rechercher des bouts de plans qui m'intéressent. Donc de cette manière-là, dès que vous allez avoir des modifications à faire, vous allez être 1000 fois plus efficace que si vous faisiez tout dans une même séquence et que vous vous embêtiez à chaque fois à retourner dans vos rush images, etc. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas utiliser, ne pas configurer les sauvegardes automatiques. Si vous voulez prendre ça comme un conseil, du coup c'est paramétrer les sauvegardes automatiques parce que ça peut littéralement sauver des vies. Donc les sauvegardes automatiques, c'est un peu pareil, c'est toujours dans une logique de gagner en efficacité et d'avoir des backups de backup si jamais vous faites une fausse manip. Vous savez que si jamais vous avez enregistré vos sauvegardes automatiques, si vous avez votre projet qui se corrompt, si vous avez votre projet qui plante, etc., que vous n'avez pas pensé à faire des contrôles S régulièrement, vous pouvez aller directement piocher dans le dossier des sauvegardes automatiques pour récupérer une version antécédente. Ok, donc quand vous êtes dans Premiere pour paramétrer les sauvegardes automatiques, vous allez dans Premiere Pro, puis dans Réglages et enregistrement automatique si vous êtes sur Mac. Si vous êtes sur Windows, ça doit être dans Édition, Préférences, et vous avez les mêmes menus ici. Et dans Enregistrement automatique, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un enregistrement toutes les 5 minutes et un nombre maximum de versions de 20. Ça veut dire que toutes les 5 minutes, votre logiciel il va enregistrer un PR proche dans le dossier des autosaves, et une fois qu'il y en aura 20, la nouvelle va écraser la dernière, la plus ancienne. Donc là par exemple, je suis dans le dossier de mon projet, et en fait vos sauvegardes automatiques elles viennent se ranger dans un dossier au même endroit que votre projet Premiere natif. Et là si je viens dans mon dossier des autosaves, je peux voir que j'ai toutes mes autosaves qui sont là, et si j'ai besoin d'aller récupérer une version plus ancienne, etc., je peux venir regarder l'heure, etc., et venir récupérer un projet plus ancien. Pour ceux qui utilisent DaVinci, du coup, pour les autosaves, vous allez dans DaVinci Resolve, Préférences, vous allez dans User, Project Save and Load, et là vous avez sensiblement les mêmes réglages que sur Premiere, à la différence que de base ils viennent pas se ranger directement au même endroit que votre bibliothèque de projet. Les deux ou troisième points, ils vont plus ou moins ensemble. C'est une erreur qui est quand même assez fréquente quand on veut boucler un projet rapidement, etc., qu'on prend pas le temps trop de gérer ses fichiers au début, mais l'une des plus grosses erreurs, c'est de pas ranger ses fichiers sur son ordi et de ne pas ranger ses fichiers dans le projet Premiere ou DaVinci ou n'importe quel autre logiciel. Bon, si vous êtes encore sur Sony Vegas, je peux plus rien pour vous par contre. Pourquoi c'est super important de ranger vos fichiers sur votre ordinateur ? Déjà pour vous y retrouver, pour gagner en efficacité. Si vous êtes dans un projet où vous cherchez un rush précisément d'une journée de tournage précise, si vous avez tous les rushs en bordel dans un même dossier, ça va être la croix et la bannière pour réussir à trouver le fichier que vous cherchez. Alors que si vous avez tous vos fichiers qui sont rangés, un dossier pour vos projets, un dossier pour vos exports, un dossier pour vos musiques, etc., un dossier par jour de tournage, par caméra, pour le son, pour l'image, vous savez que dès que vous cherchez un truc, vous ne perdez pas une demi-heure à chercher sur votre ordinateur, ça peut vous éviter de perdre des fichiers. Et le point le plus important, c'est que si vous devez soit travailler en équipe et passer le disque dur de votre projet à quelqu'un de votre équipe qui va avancer derrière vous, un étalonneur, un mixeur son par exemple, ou n'importe quel autre membre de post-production, ou si même vous, moi ça m'arrive régulièrement pour des clients de devoir récupérer des rushs de projets, etc., que j'ai fait pour eux il y a 1, 2, 3 ans, si tout est en bordel, vous allez perdre beaucoup de temps à chercher des fichiers. Et on se rend pas compte comme ça, peut-être que vous vous dites ouais c'est bon, je vais chercher mon dossier sur mon bureau, je sais où il est et tout, ouais. Si vous perdez quelques secondes par-ci, quelques secondes par-là, vous allez, en fait on s'en rend pas compte comme ça, mais le temps perdu ça va extrêmement vite, et à la fin d'un projet, le temps gagné, si vous êtes vraiment bien organisé, c'est colossal. Donc pour vous montrer un exemple de rangement qui peut être efficace, évidemment ça va dépendre des projets, ça va dépendre de pas mal de facteurs sur chaque projet. Et là par exemple je suis sur un projet qui a été tourné sur plusieurs jours avec plusieurs caméras. La base des bases, c'est que dans le dossier parent de votre projet, vous avez un dossier pour vos rushs, un dossier pour vos projets, c'est-à-dire vos PR proj, vos projets after si vous en avez, un dossier pour vos éléments et un dossier pour vos exports. Donc dans mon dossier rush, typiquement j'ai classé par caméra, puis dans chacune des caméras, j'ai classé par jour. Il faut garder la logique d'un entonnoir. Quand vous allez chercher un élément précis, vous allez au fur et à mesure dégrossir les critères pour arriver à ce que vous cherchez le plus précisément et le plus pratiquement possible.
Ensuite, dans mon dossier projet, j'ai rien de sorcier, j'ai mon PR Proj, puis tous mes fichiers de sauvegarde automatique, etc. Dans mes éléments, j'ai un dossier pour mes musiques, un dossier pour mes voix off. Dès que j'ai tendance à rajouter des éléments en plus dans mon montage, je les rajoute dans mon dossier éléments. Et enfin, j'ai un dossier export où je viens ranger tous mes exports qui concernent ce projet. Et ça, c'est valable dans votre projet Premiere. Il faut bien qu'il y ait un dossier séquence, un dossier musique, un dossier bruitage, etc. Ça, c'est vraiment primordial. Encore une fois, si vous passez votre projet Premiere à quelqu'un et qui doit travailler dessus et qui passe une journée à tout rechercher votre logique et tout, déjà il va vous en vouloir. Et en plus, c'est un temps énorme de perdu. Typiquement, quand vous passez votre projet à quelqu'un, en un coup d'œil, dès qu'il ouvre votre projet, il doit savoir quelle a été votre logique pour l'organisation, comment vous avez rangé vos fichiers, etc. Ça doit être comme si lui, il avait rangé les fichiers. Il n'y a pas de miracle pour ranger vos dossiers, évidemment, c'est chacun le fait à sa manière, mais il faut que ça reste logique et ultra exhaustif. Un autre conseil, c'est d'organiser ses pistes dans Premiere. En général, on essaye toujours d'avoir une piste vidéo pour les rushs de base, une piste vidéo pour les transitions, une piste vidéo pour les titres, une piste vidéo pour les logos, etc. Il faut que chaque piste corresponde à un élément et ça c'est valable aussi et surtout pour le son. Il faut que vous ayez une piste pour un type de micro, une piste pour les bruitages, une piste pour les musiques, etc. Ça c'est vraiment primordial parce que déjà vous, en un coup d'œil, vous allez vous y retrouver facilement dans votre montage. Pareil, toujours le même souci si vous bossez en équipe, la personne elle va comprendre directement la logique. Et si votre projet après doit passer dans les mains d'un étalonneur et surtout d'un ingé son, il ne faut pas que vous lui rendiez un projet qui soit complètement en désordre. Ça va être vraiment une perte de temps pour lui et même pour vous. Si vous avez tout un type de micro où vous devez par exemple, je sais pas, gérer le volume, le baisser, l'augmenter, mettre un effet, etc. Ce sera tellement plus simple de mettre une fois l'effet sur une piste et vous savez que cette piste-là agit sur tous les mêmes éléments, sur les mêmes caractéristiques, plutôt que si vous vous embêtez à venir régler un par un les réglages de chacun des éléments. Dans le cas de la timeline de cette vidéo par exemple, donc j'ai pas beaucoup d'éléments, donc c'est pas non plus la guerre sur la timeline. Vous voyez qu'il y a quand même une certaine organisation, c'est-à-dire que j'ai ma première piste vidéo qui est dédiée aux prises caméra, ma deuxième piste vidéo qui est dédiée à mes calques d'effets, une autre piste vidéo qui est dédiée à mes textes et habillage, etc. Et du côté des pistes audio, c'est pareil. J'ai ma piste audio de la caméra, ma piste audio de mon micro, puis ensuite seulement la piste de ma musique, puis une piste pour mes bruitages. Je m'amuse pas à mettre les bruitages sur les mêmes pistes que mon micro ou que ma musique par exemple. L'avantage c'est que par exemple une fois que j'ai toutes mes musiques qui sont là, ou tous mes bruitages, si je veux baisser le volume de toute une piste, j'ai pas besoin d'aller élément par élément venir modifier le volume, j'ai juste à baisser le volume de toute ma piste entière. Dans le cas d'une fiction, ici vous voyez par exemple que j'ai toutes mes pistes qui sont bien alignées parce que j'ai le HF d'un acteur qui correspond à la première piste, j'ai une deuxième piste ici qui est pour le son de la caméra, j'ai d'autres pistes ici qui sont pour chaque micro qui sont sur le plateau. Vu que toutes mes pistes restent bien alignées, mon ingé son quand il va récupérer mon montage, il sait que par exemple toute la piste de cet acteur est augmentée, toute cette piste là correspond à un micro précis, etc. Quand je fais mon montage, je vais pas m'amuser par exemple à avoir un plan où j'ai ces pistes là qui sont en jeu et puis le plan d'après où j'ai mes pistes audio qui sont décalées comme ça. Il faut garder de la logique sur tout le montage. Une autre erreur, celle-ci c'est un peu controversé, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, ça dépend des projets, etc. Moi je pars du principe qu'on n'est jamais trop prudent, que lorsque vous êtes pour un projet à vous, c'est pas bien grave, mais dès que vous bossez sur des projets en équipe, sur des projets pour des clients, etc., si vous arrive malheur et que vous perdez un projet, que vous n'arrivez plus à l'ouvrir, etc., ça va vite vous causer des ennuis. Donc la prochaine erreur, c'est de mettre à jour le logiciel quand vous taffez sur un même projet. Moi je vous conseille vivement, tant que vous travaillez sur un même montage, de rester sur toutes les mêmes versions de logiciel. On sait jamais, ça m'est déjà arrivé, c'est arrivé à d'autres que je connais, parfois quand vous mettez des mises à jour, ça peut corrompre vos fichiers, créer des soucis de compatibilité, etc. Veillez à réduire les risques et à optimiser et à donner le maximum de sécurité à vos projets. Restez sur une même mise à jour de logiciel stable, ça peut éviter des problèmes. Pareil, si vous êtes en équipe, essayez de vous arranger pour tous travailler sur la même version d'un projet. Si vous travaillez à différents endroits, je sais pas, au bureau, puis après vous travaillez chez vous, etc., vérifiez que vous ayez bien les deux mêmes versions de logiciel. Si vous travaillez, je sais pas, sur Premiere 2024 au bureau, mais sur 2025 chez vous, etc., dans un sens, vous allez pouvoir ouvrir votre projet 2024 sur 2025. Dans l'autre sens, ça marche pas. Vous pouvez pas ouvrir votre projet 2025 sur 2024. Donc pensez bien à ça.
avant d'entamer votre post-production. Encore une fois, c'est dans une logique de limiter les risques et de ne pas vous retrouver après avec des projets que vous ne pouvez plus ouvrir, à réinstaller des anciennes versions de logiciels et tout. Alors il existe des solutions, des downgraders en ligne pour faire passer un projet première par exemple à une version antérieure. Je ne sais pas si ça existe pour les autres logiciels, si ça marche pareil et tout. Mais bon, pareil, encore une fois, c'est vraiment une solution d'extrême recours qu'il faut à tout prix éviter d'utiliser. Et enfin, sachez que sur votre ordinateur, il est possible d'installer plusieurs versions d'un même logiciel Adobe. Donc là, par exemple, vous voyez, selon le projet sur lequel je travaille, j'ouvre soit Premiere 2024, soit Premiere 2025. L'erreur suivante, c'est de ne pas utiliser les raccourcis clavier. Ça vous prend un petit moment, c'est assez chiant quand vous le faites la première fois de paramétrer tous vos raccourcis, mais une fois que c'est fait, quel bonheur! Si vous avez une action, vous sentez qu'elle revient régulièrement quand vous faites de la post-prod, par exemple synchroniser de l'audio, par exemple mettre des libellés, etc. Prenez une bonne demi-heure pour configurer votre clavier et comme ça, vous savez que chaque action que vous faites, vous allez gagner un temps énorme. On s'en rend pas compte comme ça, mais à chaque fois, un clic droit, synchroniser, un clic droit, libeller, puis choisir la couleur, etc. Un clic droit, lier, rompre le lien et tout. Sur tout un montage, ça vous fait perdre j'hésiterai même pas à dire que ça vous fait perdre des heures sur un montage entier. Vos raccourcis sur Premiere, vous allez dans Premiere Pro, raccourci clavier. Sur Windows, ça doit être dans Édition, Préférences, etc. Et là, vous arrivez en fait directement sur l'interface de votre clavier. Quand vous avez aucune touche activée, eh bien vous êtes d'office sur votre clavier sans activer la combinaison de deux touches. Et il vous suffit de venir récupérer un outil. Alors les noms parfois sont un peu complexes et pas très intuitifs, donc ça je vous laisserai chercher en fonction de ce que vous recherchez. Mais après, il vous suffit tout simplement de glisser votre outil sur la touche que vous voulez. Ce qu'il y a à savoir aussi, c'est que si vous voulez faire une combinaison de deux touches, vous pouvez activer le commande, et là vous voyez, quand j'ai commande plus le haut de mon clavier, j'ai les couleurs des libellés qui viennent par exemple. Si jamais vous êtes sur DaVinci, c'est exactement pareil, vous allez dans customisation du clavier et c'est exactement la même interface. Les 3 prochaines erreurs, c'est quelque chose que je vois hyper régulièrement et ça me sort par les oreilles, par les yeux, par tout ce que vous voulez. Il faut arrêter de monter en Bluetooth, il faut arrêter de monter sur le petit écran de vos MacBook 13 pouces et il faut arrêter de monter au trackpad. J'ai réuni ces 3 erreurs en une parce que je considère que c'est du confort de travail pour les 3, mais s'il vous plaît, arrêtez d'être dans des coins comme ça avec vos trackpads en train de monter sur des 13 pouces, c'est horrible. Ça arrive quand vous êtes, je sais pas, sur un tournage, que vous faites un backup, que vous êtes dans des cas extrêmes en voyage, que vous avez besoin de faire des trucs rapidement. Oui, ça peut arriver de devoir faire ça, mais si vous êtes posé sur un bureau ou quoi, mais arrêtez de faire ça. Encore une fois, c'est comme pour toutes les autres astuces, c'est du gain de temps, c'est de l'efficacité, c'est du confort de travail. Si vous montez déjà en Bluetooth, ça c'est la pire erreur parce que j'en vois beaucoup qui montent avec des AirPods. Alors suivant les appareils que vous utiliserez, il y aura plus ou moins de décalage, mais en fait le Bluetooth ça crée un décalage de son entre votre écran et vos écouteurs. Donc encore une fois, je dis pas en voyage etc, ça peut servir pour dépanner, mais suivant les montages, ça m'est arrivé de travailler avec des gens qui se rendaient pas compte que leur son était décalé parce qu'ils avaient synchronisé en fonction du son de leurs AirPods. Mais en fait, quand tu regardais la timeline avec un écouteur filaire, tu te rendais compte qu'il y avait 3-4 images de décalage par rapport aux lèvres et en fait ça se sent tout de suite, ça fait un énorme décalage. Monter en Bluetooth, c'est une erreur. En général, on monte soit avec un casque filaire au moins, soit avec des bonnes enceintes. Au-delà du confort de travail, c'est vraiment une question technique. Le Bluetooth, ça crée du décalage, donc vous ne pourrez jamais être précis dans votre montage. L'erreur suivante, c'est de monter sur votre petit écran de MacBook 13 pouces là. Prenez le temps quand vous êtes posé sur un bureau de brancher 1 voire 2 écrans minimum. Cherchez vos fenêtres sur un petit MacBook, ça fait perdre du temps énorme. C'est pas du tout ergonomique, c'est pas du tout pratique, ça va vous saouler. Moi je sais que quand je travaille là-dessus, quand j'ai pas le choix, au bout de 10 minutes j'en ai marre en fait de faire du montage. C'est tellement plus pratique d'avoir votre visualiseur en grand écran, puis votre second écran avec votre timeline, vos options d'effets, etc. C'est encore une fois un confort et de l'efficacité. La dernière erreur qui va pour moi dans ce package, c'est de monter au trackpad. Encore une fois, dans des conditions bien particulières, ça le fait, ça dépanne, mais c'est tellement pas pratique quand vous devez aller chercher des effets dans des fenêtres, surtout si vous utilisez plusieurs écrans, d'aller d'un écran à l'autre. Après, au final, vous êtes tout étriqué sur votre montage comme ça et il vous faut absolument une souris, un bon bureau, etc. pour travailler. Le montage, ça se fait vraiment dans de bonnes conditions, tout comme l'étalonnage se fait avec des bons écrans, des bonnes conditions de lumière, le son se fait avec des bonnes enceintes, etc. Le montage, ça se fait avec un bon ordi, un bon setup, un bon bureau. En fait, il faut de la place. Le montage, ça prend de la place. Et donc, le dernier point, c'est d'utiliser une souris absolument, et je dirais même
plus que ça, si vous passez des heures en montage, si vous êtes spécialisé là-dedans comme moi, et ben achetez même une souris ergonomique. J'étais très sceptique au début de ce truc et en fait j'en ai acheté une il n'y a pas très longtemps, ça fait vraiment toute la différence. Moi qui avais souvent mal à l'épaule quand je passais des journées de montage, en fait vous allez voir que si vous prenez une souris ergonomique, c'est le jour et la nuit. Et le petit point bonus, c'est même si vous pouvez investir dans un vrai grand bureau, voire un bureau assis debout qui se lève, là où vous pouvez travailler debout. C'est, je ne vais pas en parler dans cette vidéo-là, mais ce qu'on appelle la santé au travail. Là, dans ce que j'ai envie de vous partager, c'est du confort. Et puis, ça vous motive. Quand vous bossez dans un bon environnement, ça vous motive à passer du temps, à bien travailler, à vous concentrer, etc. Donc ça, pensez-y. Arrêtez d'être sur vos petits MacBook avec votre trackpad, vous allez en avoir marre. Et le dernier point, c'est l'erreur qui peut vous causer le plus de soucis, c'est de ne pas vérifier les exports. Toujours, avant d'envoyer une version à un client, prenez le temps, posez-vous, arrêtez tout ce que vous faites, mettez en grand écran votre export et regardez-le en entier et en vitesse réelle. Combien de fois j'ai envoyé des exports à des clients où on a des images fantômes, où on a des logos qui apparaissent à tel ou tel moment, où il ne faudrait pas, où on a des petits parasites au son, etc., des images fantômes, des petits noirs, où vous avez mal raccordé deux plans. Vérifiez absolument, ça peut vous éviter de très gros soucis, surtout si vous envoyez, je sais pas, par exemple un DCP pour le cinéma où je parle en connaissance de cause, il vous manque des sous-titres par exemple, ce genre de choses. Vous le faites une fois et après vous le faites plus. C'est pour ça c'est primordial de vérifier tout le temps vos exports. Et je pourrais même dire, c'est bien de le faire vérifier par quelqu'un d'autre parce que parfois vous avez tellement pas pris de recul sur votre montage, vous êtes la tête dedans pendant des jours et des jours. Pensez à le montrer à quelqu'un qui peut-être verra des choses où vous vous en rendez plus compte, etc. C'est super important. Et je pense que c'est à peu près tout pour ces petits conseils, ces petites erreurs à ne pas faire absolument quand vous faites du montage. Ça s'adressait plutôt à un public débutant. Si vous êtes déjà monteur pro, évidemment j'imagine et j'espère que vous savez déjà tout ça. Mais voilà, j'en ai encore plein d'autres à donner éventuellement, donc je referai peut-être une vidéo à ce sujet. Mais voilà, vous l'aurez compris, globalement dans l'idée c'est vraiment, quand on est monteur, essayer de gagner en efficacité, de gagner en confort de travail pour pas se faire mal au dos au bout de la journée, etc. Ce genre de choses. Mais après, il n'y a pas de secret dans le montage, chacun développe un peu ses techniques, ses raccourcis, son gain de temps, etc. Ça évidemment c'est libre à chacun, mais d'une manière générale en montage, ça peut arriver très souvent, supprimer des rushs sans faire gaffe et tout, ça peut arriver. La logique du montage c'est d'essayer d'être le plus rigoureux possible pour ne pas se retrouver avec de mauvaises surprises quoi. On est pas mal, ça caille. Je me rentre faire du montage. Well, I don't know, but I got what you can't pay for, and I don't wanna lie, but God, I can't stay bored looking at these walls full of knockoff decor.